Donc, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, je vais quand même la présenter très rapidement. Marianne Chaillan est prof de philo à Marseille, à Saint-Joseph-la-Madeleine. Plusieurs de ses élèves ou anciens élèves sont là d'ailleurs dans la salle. Elle écrit dans un domaine ça a été aussi, je dis entre parenthèses, la professeure de mes enfants, de nos enfants. Je l'ai croisée aussi, moi, en ce qui me concerne, dans le cadre de la semaine de la pop philosophie. Parce que ça existe cette chose-là à Marseille depuis plusieurs années maintenant, montée par un monsieur qui s'appelle Jacques Serrano, et c'est un moment très particulier dans la culture marseillaise, en fait. Et c'est vraiment très intéressant, j'espère que ça va pouvoir continuer longtemps. La pop philosophie, oui, parce que c'est ça qu'elle traite, c'est de ça qu'elle traite dans ses livres. Donc elle en est au 4e, officiellement en tout cas. Ça a commencé avec Harry Potter à l'école de la pop philosophie, je le montre comme ça très rapidement, mais vous le verrez mieux à l'image si vous suivez ça, puisqu'on le mettra en plein pot. Ça a continué avec la playlist des philosophes. Alors là, on est dans la chanson. C'est-à-dire, elle a voulu démontrer à travers ce livre-là, mais on en parlait de tout ça, que la chanson populaire, c'est quelque chose qui peut être considéré comme, ou en tout cas rattaché à des mouvements philosophiques. Les chansons populaires, elles ne sont pas bêtassouilles, elles ne sont pas stupidas, etc. Elle a continué ensuite avec un 3e autour de la série Game of Thrones. Voilà, Game of Thrones ou la métaphysique des meurtres. Le sous-titre, moi je préfère le sous-titre, personnellement, j'aime beaucoup. Et puis, on est là pour le 4e. Ils vécurent philosophes et ils firent beaucoup d'heureux. Ça, c'est du Disney. Alors, je vais tout de suite céder le micro à Marianne, qu'elle nous explique un peu le concept de la pop philosophie, peut-être pour commencer. Alors, la pop philosophie, je l'ai rencontrée, moi, à l'occasion de ce festival de Marseille, que m'avait d'ailleurs signalé une élève. Comme quoi, c'est une histoire de professeur et d'élève. J'y étais allée en tant que spectatrice, et puis ensuite, j'ai eu la chance d'y participer, et c'est là que j'ai appris que la pop philosophie, c'était un concept qui avait été inventé par Gilles Deleuze, mais qu'il n'avait pas particulièrement défini, en somme. Aujourd'hui, on est plusieurs à s'en emparer, et pour en faire peut-être des lectures diverses. La mienne, en tout cas, consiste à concevoir la chose, la pop philosophie, comme une double ambition. D'une part, de promouvoir les objets de la culture populaire, qui sont souvent décriés. On fait une hiérarchie entre la grande culture et puis la culture populaire, et puis on dit que cette culture populaire n'a aucune consistance. Voilà, par exemple, quand j'étais en train d'écrire le livre sur les chansons, on s'est beaucoup foutu de moi, et à travers moi, on s'est beaucoup foutu des chanteurs que je citais dans le livre. Bon, moi, j'essaye de montrer qu'en fait, il y a une sagesse qui est contenue dans cette culture-là. Et l'autre dimension, l'autre ambition de la pop philosophie, pour moi, c'est de rendre la philosophie accessible, de la sortir de cette espèce de citadelle où elle serait réservée à une élite et à un entre-soi, où les philosophes ne parleraient qu'entre eux dans des termes particulièrement abstraits qui n'intéresseraient personne, du coup, et de montrer que, de ramener la philosophie dans la cité, et voilà. Il est arrivé même que tu me dises, dans le cadre d'interviews que nous avons fait, que le fait que tu sois enseignante t'a porté aussi à ça, à essayer de trouver un moyen pour expliquer la philosophie à tes élèves, de manière à ce que ce soit fait avec des concepts qui soient aussi les leurs. Je crois que la toute première fois que ça m'est arrivé, j'étais en L, et j'étais en train d'essayer d'expliquer un texte de David Hume, assez compliqué, sur l'identité, qu'est-ce que le moi. Et je faisais lecture de ce texte que je trouvais fascinant à des élèves qui, a priori, étaient supposés s'y intéresser, des littéraires. Mais il dormait, c'était l'année de ta fille. Et il dormait, mais c'était vraiment atroce. Et je me disais, mais pourquoi la problématique, c'est génial, ça devrait leur parler, ça nous touche tous. Et puis tout d'un coup, Dieu sait par quel enchaînement de mon esprit, j'ai entendu dans ma tête des paroles d'une chanson écrite par Jean-Jacques Goldman et que chante Céline Dion. Et je me suis mis à les réciter comme si c'était de la grande poésie, un peu comme ferait Fabrice Lucchini. C'était du Céline Dion. Alors il y a eu un blanc, ils ont reconnu qu'ils connaissaient, mais pas dans ce contexte. Alors qu'est-ce que c'est? Puis ils ont reconnu Céline Dion. Mon Dieu, la prof raconte du Céline Dion, qu'est-ce que c'est cette affaire? Et je leur ai dit, vous connaissez la chanson? Oui, on connaît la chanson. Bon, vous comprenez ce que raconte Céline Dion? Oui, on comprend ce que raconte Céline Dion. Ça leur parlait, la problématique en l'occurrence c'était est-ce que la vie qui passe, l'expérience nous change, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui demeure de nous? C'est ce dont parle la chanson de Céline Dion qui dit on ne change pas. Hein. Et grâce à Céline Dion, j'ai pu basculer, faire retour sur David Hume, et là tout d'un coup David Hume devenait intéressant, ils avaient compris de quoi parlait le texte,
Et bon, voilà, qui aurait cru que Céline Dion permette d'expliquer de la vidéo, mais c'est complètement grâce à elle que j'ai pu le faire. C'est un peu ce qu'on a fait aussi avec les lecteurs de la Provence, puisque pour cet événement sinistre qui a eu lieu il y a quelque temps pour le décès de Johnny Hallyday, dans les pages de la Provence, j'ai fait une interview de Marlène Schiappa pour qu'elle nous parle de la version, comment dire, de la philosophie qui ressort de la vie et des chansons de Johnny. C'était un exercice assez amusant aussi, d'une certaine façon. Oui, voilà, donc dans le livre, il y a plein de chanteurs. Hein. En fait, j'ai fait deux choses. J'ai essayé d'imaginer si les philosophes de la tradition classique avaient connu l'ère des iPods et des MP3, qu'est-ce qu'ils auraient mis comme chansons dans leur machine, à supposer que ces chansons soient révélatrices de concepts de leur philosophie. Donc il y a des chapitres qui s'appellent, par exemple, la playlist de Platon. Et donc on va rencontrer Starmania ou ce genre de choses. Bon. Et après, j'ai fait un chapitre inverse, et alors il y en a deux comme ça. C'est la bibliothèque de Jean-Jacques Goldman ou la bibliothèque de Stromae. Je me suis demandé comment des compositeurs, des auteurs, quels livres doivent-ils avoir? C'est une hypothèse totale. Hein, voilà, quel livre, quelle philosophie implicite ont-ils à l'esprit pour avoir écrit ces textes-là? Et donc, par exemple, la chanson Si j'étais né à Leidenstadt de Jean-Jacques Goldman m'a amené à Hannah Arendt et la banalité du mal, par exemple. Voilà. Ce qui était une façon, encore une fois, de rendre la philosophie accessible et de promouvoir la culture populaire.